présent aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis venu vous parler des techniques prédatrices de données personnelles qui sont mises en place pour collecter notamment les données des plus jeunes sur l'ensemble des plateformes computationnelles, donc Gamam et autres. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que finalement, donc je me présente, je suis Alessandro Fiorentino, product owner de la plateforme Adéquacy. Il y a un stand dans l'autre salle où vous pouvez venir voir notre plateforme. Et je suis également vice-président de l'association Privacitech et enseignant à l'ISEF et à l'Institut Mines Télécom. Et donc ce que je suis venu vous présenter aujourd'hui, c'est finalement la synthèse d'un article de recherche qui a été publié il y a quelques temps, écrit en partenariat avec David Bessot également, qui recense l'ensemble des techniques prédatrices de données personnelles qui ciblent nos jeunes sur les réseaux sociaux. Et pendant longtemps, on a essayé de trouver finalement si ces techniques elles étaient vraiment adaptées aux jeunes, puisque c'était le titre de notre article de recherche, et on s'est quand même rendu compte qu'on est tous encore des jeunes face à un ordinateur, et qu'au fond, des moins jeunes se faisaient attraper de la même manière que les plus jeunes sur ces techniques prédatrices. Le résumé, si je puis dire, ou le résultat de cette étude, c'est que finalement on est tous un petit peu des douaniers. On découvre tous les jours les nouvelles techniques qui sont mises en place, et un peu comme un douanier qui essaierait de trouver la manière dont la drogue circule entre deux pays. Et ben, il y a des nouvelles techniques tous les jours. Et ben, pour les données personnelles, c'est exactement la même chose. Donc on s'est un petit peu mis dans une casquette de douanier pour identifier toutes ces techniques-là. La première chose, c'est d'ancrer les habitudes. Donc ça, c'est des techniques qui sont utilisées depuis 30 ans par tous les services marketing qui font finalement des plateformes computationnelles. On parle de Facebook, on peut parler de tout ce qui est réseau social, TikTok et j'en passe. Et donc c'est une démarche marketing qui consiste à faire trois choses déjà. Qui consiste à générer des comportements plus ou moins conscients, à assurer la convergence finalement entre vitesse et accessibilité de la data, et vous proposer une expérience bien évidemment addictive, puisque l'objectif c'est que vous soyez accro. C'est un petit peu comme la drogue, pour revenir sur la métaphore du début. Donc l'objectif c'est que vous soyez accro. Et la preuve, je pense que tout le monde ici entre guillemets passe des vidéos tous les soirs sur n'importe quelle plateforme, mais il y a au moins un moment dans la journée où vous défilez des vidéos sur l'une de ces plateformes computationnelles, et une fois que vous êtes dedans, vous avez du mal à en sortir. Parce que vous regardez la vidéo suivante, et la vidéo suivante, et la vidéo suivante, même si c'est pas très intéressant, et qu'à la fin on se rend compte qu'on a perdu un peu de temps. Donc la première des grandes stratégies, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'ancrage. Donc la stratégie d'ancrage, elle comporte 4 phases. Le déclencheur. Le déclencheur, vous savez, c'est quand vous recevez une notification sur votre téléphone. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous prenez votre téléphone et puis vous regardez de qui vient la notification, même si finalement c'est une notification qui est une actualité, ou une notification suite à une mise à jour d'une application, enfin un truc qui n'a aucun intérêt. Finalement, c'est pas comme si vous receviez un SMS de quelqu'un que vous connaissez. Sur la partie déclencheur, bien évidemment, on a les SMS ou les événements ou les posts que nos amis ont publiés sur telle ou telle plateforme, mais ils sont même arrivés à générer des notifications entre guillemets fonctionnelles ou transactionnelles qui vont déclencher finalement cette prise en main du téléphone. Votre téléphone a vibré, votre téléphone a bipé, et du coup, ça y est, vous l'avez dans les mains et vous cliquez. Et donc bien évidemment, ce déclencheur, il vous pousse à l'action. Cette action, c'est le clic. Et une fois que vous avez cliqué, finalement, c'est là que ça commence. Derrière, on a effectivement l'investissement. L'investissement, c'est une notion qu'on trouve dans tous les réseaux sociaux où vous avez des profils. L'investissement, le temps que vous allez mettre à créer un joli profil pour bien vous mettre en valeur. Aujourd'hui, on peut se poser la question de la pertinence de ces réseaux sociaux et de mettre en place des profils sur les réseaux sociaux. Néanmoins, tout le monde le fait. Donc, et cet investissement, finalement, aujourd'hui, peu de personnes sont sur LinkedIn avec 100 photos, on ne sait pas où travailler.
Enfin, sinon, vous n'êtes pas sur LinkedIn. Donc forcément, à partir du moment où vous faites le choix de vous inscrire, vous allez rentrer dans cette phase d'investissement pour avoir un profil le plus riche ou le plus vendeur possible, l'un ou l'autre. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les réponses variables. Ça, Facebook adore. Les récompenses variables, excusez-moi. Les récompenses variables, c'est, vous savez, c'est tous les trucs où, quand vous revenez, il y a un jeu nouveau. Ou quand vous jouez à un jeu et vous avez, je sais pas, moi, une récompense. Ce coup-ci, j'ai eu un diamant bleu, et puis si je reviens, j'aurai un diamant vert. C'est un petit peu comme si tous les soirs, vous ouvriez le frigo 50 fois, avec la certitude qu'à chaque fois que vous ouvriez le frigo, il y a une nouvelle sucrerie à l'intérieur du frigo. Et même si finalement vous n'avez pas forcément faim, juste pour savoir c'est quoi la prochaine sucrerie, vous allez ouvrir le frigo. Et bien là, c'est pareil avec les réseaux sociaux finalement. À chaque fois que vous rentrez dans une application qui va vous donner des choses, ou qui va vous récompenser d'avoir passé un niveau, et ben ça vous rend addictif. Vous voulez aller au niveau suivant, pas forcément parce que vous avez le temps ou parce que vous avez envie d'aller au niveau suivant. La seule chose qui vous intéresse, c'est quelle sera la récompense d'après. C'est un petit peu ce qu'on fait finalement avec les jeux vidéo pour arriver jusqu'au boss final. Et ben là finalement, ils ont réussi à faire la même chose, mais avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'ancrage. Tout repose là-dessus. Parce que s'ils n'ont pas réussi à mettre en place cette stratégie d'ancrage, ils ne vont pas réussir à consommer votre temps. En fait. L'objectif, c'est de consommer votre temps. Donc maintenant, passons aux techniques prédatrices. Les techniques prédatrices, la technique numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'extorsion du consentement. Donc pour vous, des PO qui êtes dans la salle, c'est une phrase bizarre. Pourtant, autant vous dire qu'on a beaucoup d'extorsion du consentement. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'image le dit, on va tout faire pour que vous cliquiez sur oui. Parce que la partie où il y a le non, de toute façon, elle n'est pas sympa. Hein, quand vous regardez l'écran, vous avez envie d'aller vers la bonne décision. La bonne décision, c'est à droite. Et la mauvaise décision, c'est à gauche. On vous le dit clairement. Et la bonne décision, c'est de consentir, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, dans cette phase-là, le consentement, imaginons si on reprend les 4 propriétés du consentement, donc il est censé être libre, spécifique, éclairé et univoque. Donc le libre, c'est des choses qu'on voit par exemple si tu n'acceptes pas, tu es libre d'aller sur une autre plateforme, c'est le paywall, on le subit tous les jours, hein. Il y a, notamment chez les médias, vous acceptez les cookies ou vous allez ailleurs, ou vous payez, l'un ou l'autre. Vous avez 2 alternatives, payer ou aller ailleurs. Le spécifique, si tu acceptes plusieurs finalités ou plusieurs destinataires avec une seule case à cocher. Donc ça, vous, DPO, vous savez que c'est pas bien. Néanmoins, c'est fait encore tous les jours. Je le vois dans plein de CMP, de Consent Management Platform, que je consulte régulièrement. Ça existe toujours. Éclairé, alors c'est tellement éclairé que les mentions d'information font 90 pages, comme ça plus personne ne les lit. Et univoque, on a la case pré-cochée, où il faut cocher pour refuser, où il faut cocher pour avancer. Donc je rappelle que vous avez une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit qu'une case pré-cochée n'est pas un consentement valide. Qu'on doit bien évidemment avoir une case vide qu'on doit décocher pour avoir un acte, un consentement univoque, un acte libre et clair. Mais néanmoins, toutes ces dérives, on va dire, des propriétés du consentement, on peut les consulter tous les jours. Et gardez à l'esprit que là, je parle à un public qui finalement fait de la protection des données. C'est votre métier. Ça vous paraît logique, ça vous paraît même insensé d'être confronté à des choses comme ça. Mais imaginez un enfant de 13, 14, 15 ou 16 ans, il ne comprend pas tout ça. Tout ce qu'il veut, lui, c'est aller à la page suivante. Donc il fait clic, 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 suivant. Et puis j'ai envie de vous dire, même si on parle d'un enfant de 50 ans, il clique, clic, 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 et il veut aller à la page suivante. Donc ça fonctionne très bien aussi. La deuxième technique qu'on voit, c'est toujours avec le consentement. C'est l'asservissement du consentement. L'asservissement du consentement. Cela consiste à intégrer des finalités qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exécution du dit contrat. C'est-à-dire que vous avez des conditions générales d'utilisation, et dans ces conditions générales d'utilisation, on va glisser une multitude de petites finalités qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exécution du dit contrat. Regardez les CGU de Facebook, c'est d'ailleurs comme ça que Facebook s'est fait des amis dans le monde de la protection des données. Il y a une multitude de finalités qui ne sont pas nécessaires à proposer un mur pour qu'on puisse dire des choses
que nos amis avec lesquels on est connecté puissent lire. C'est pareil sur LinkedIn, je prends Facebook parce que c'est lui qui a été ciblé le premier, mais ils font tous les mêmes choses. Donc, assurez-vous toujours, et ça c'est vrai pour votre conformité, qu'à partir du moment où vous partez sur de l'exécution du contrat, ne glissez jamais des finalités qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exécution du dit contrat. Sinon, vous êtes en train de faire de l'asservissement de consentement, finalement. Vous asservissez le consentement à l'exécution d'un contrat. C'est pas possible. Technique numéro 3, celle-là c'est ma préférée. L'atomisation du risque juridique. C'est en anglais, on parlera même de litigation by design, du contentieux by design. C'est-à-dire que vous, DPO, vous faites du privacy by design. C'est-à-dire qu'en amont du projet, vous voulez que ça soit clean. Et les CDO ou les directeurs marketing, eux, ils font plutôt du contentieux by design. Et parce que l'objectif, c'est collecter un max de data. Je vous explique le montage. Cela consiste à utiliser différentes réglementations en fonction des finalités. Prenons un exemple bête que tout le monde a chez lui. Le programme de fidélité, excusez-moi. Le programme de fidélité, il repose sur l'exécution du contrat. Vous avez accepté votre carte de fidélité. Pour avoir votre carte de fidélité, vous avez signé un contrat, finalement. C'est une finalité qui va reposer sur l'exécution du contrat. Et là, effectivement, on est en plein RGPD. Derrière, on a une autre finalité qui consiste à activer des publicités ciblées sur le consentement. Et ça repose plutôt sur la directive e-privacy. Et on a un troisième traitement qu'on appelle la connaissance client, évoqué tout à l'heure, KYC. Que là, on va utiliser finalement, c'est un traitement qui va reposer plutôt sur l'intérêt légitime. On est en plein RGPD. Et effectivement, l'objectif c'est quoi? C'est collecter un max de data sur mes clients pour optimiser ma faculté de lookalike. C'est-à-dire, quand je fais du marketing, mon objectif c'est, si je prends un exemple bête, j'ai été sur un panier, j'ai acheté un pot de Nutella, on m'a proposé automatiquement de la brioche, et j'ai dit, oh, oui, pourquoi pas, un peu de brioche avec le Nutella, et puis j'ai été catégorisé dans la cohorte des gourmands. De manière à ce que si quelqu'un revient sur ce panier, enfin sur ce site, et lance un nouveau panier, à partir du moment où il va prendre du Nutella, dire tiens c'est bizarre, toutes les personnes qui ont pris du Nutella, on a quand même 85% des gens qui acceptent la brioche avec, on va leur proposer de la brioche parce que au vu en plus des autres articles qu'il y a dans le panier, cette personne ressemble, lookalike, à cette cohorte-là. Donc l'objectif est de collecter le maximum de données pour finalement enrichir les cohortes et enrichir la faculté de lookalike de l'entreprise. Et au pire, j'ai envie de vous dire, la connaissance client, quoi qu'il se passe, je collecte vos datas. Dites-vous ça. Oubliez le consentement, c'est de l'intérêt légitime. Connaissance client. Si monsieur le juge il me fait, mais attendez, vous n'avez pas eu le consentement. Attendez, c'est quand même dans mon intérêt légitime de connaître mes clients. On est d'accord. C'est dans l'intérêt légitime de n'importe quel responsable de traitement de connaître la typologie de clients auquel il peut se confronter. Ça, si je suis demain votre avocat, je pourrais le défendre. J'ai aucun problème à défendre que c'est quand même dans l'intérêt légitime de n'importe quel responsable de traitement de connaître ses clients. Ce que je dis n'a pas l'air très illogique, on est d'accord. Et donc, finalement, je vais optimiser ma faculté de lookalike. Et au moment où vous venez sur mon site, si vous dites oui, je veux bien les cookies. J'ai accepté les cookies. Là, je suis sur du consentement e-privacy. À ce moment-là, je vais utiliser toutes mes facultés de lookalike pour vous publier la publicité la plus ciblée possible. C'est forcément, je vais manger de la brioche. Mais c'est pas grave, j'aurai une pub de brioche ou une pub d'autre chose. Mais tant que vous n'aurez pas accepté les cookies, vous n'aurez pas conscience que toutes ces données ont été collectées sans votre consentement sur de l'intérêt légitime. Mais quoi qu'il se passe, nous on collecte. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et donc finalement, le montage, alors je ne sais pas s'il est éthique, s'il est moral, en tout cas en termes de business, c'est ce qu'on fait de mieux. Et ils le font tous. Donc gardez à l'esprit que toute la partie connaissance client, à partir du moment, si je prends un exemple, parce que beaucoup vous me dites oui, mais s'il n'y a pas de données personnelles,
et ben, s'il n'y a pas de données personnelles, j'arrive quand même à augmenter ma faculté de lookalike. Prenons un exemple tout bête. Fabrice va au magasin faire ses courses et il paye en espèces. Il n'a pas de carte bleue, il n'a pas de carte de fidélité, il n'a rien. Le cumul des tickets permet, encore une fois, d'optimiser les facultés de lookalike. Parce que dans un ticket, même d'une personne qu'on ne connaît pas, qui n'a pas payé par carte bleue, qui n'a pas de carte de fidélité, on a un cumul d'articles qui vont ensemble pour finalement optimiser nos capacités d'identifier des cohortes. Et donc, même des données, si je puis dire, informationnelles, qui ne sont pas des données personnelles, qui remontent, vont permettre de cibler encore mieux des gens dont on a les données personnelles. Donc, ça, c'est mis en place par toutes les plateformes de retail. Je ne sais pas chez qui vous allez au drive le week-end pour faire vos courses, mais dites-vous qu'ils le font, il n'y a pas de sujet. Je n'ai pas besoin de savoir qui est votre fournisseur, peu importe lequel, chez qui vous allez faire vos courses, ils le font tous. Donc ça, effectivement, c'est l'atomisation du risque juridique. On va utiliser deux textes différents en fonction des finalités qu'on va traiter. Technique numéro 4, c'est la synchro-acquisition. La synchro-acquisition, c'est quoi? On l'a tous déjà vécu. Ça consiste à capitaliser et consolider les données personnelles avec des mises à jour, des politiques de confidentialité de l'entreprise et de ses filiales avec des dark patterns. Donc on a, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de WhatsApp dans la salle, je ne sais pas si j'ai des utilisateurs de Facebook dans la salle, je ne sais pas si j'ai des utilisateurs d'Instagram dans la salle ou de Messenger, mais gardez à l'esprit qu'on a tous vécu la mise à jour des politiques de confidentialité méta, et leur objectif c'est synchroniser toutes les informations que ces trois entreprises, 4 entreprises même, ou ces 4 applications plus précisément, ont sur vous. Je vais même vous dire un truc, moi je m'en suis rendu compte, parce que je suis administrateur de la page Facebook de l'entreprise. Et là maintenant on me propose des clients en amis. C'est fort quand même, alors que j'ai 2 comptes bien séparés. J'ai le compte entreprise, où je gère une page en tant qu'administrateur, et j'ai un vieux compte Facebook. Et ben maintenant on me propose des clients, vous les connaissez peut-être? Oui, je les connais, mais accessoirement, ce ne sont pas mes amis, ce sont mes clients. Enfin, on va peut-être pas mélanger. Peut-être j'ai mes clients sur LinkedIn, mais j'ai pas forcément mes clients sur Facebook. Et donc, Facebook a tout mélangé. Parce que certainement, à force, fatigué de lire 90 pages de mentions d'information, j'ai dû cliquer. Et si c'est pas moi qui ai cliqué, c'est peut-être un autre administrateur de la page d'entreprise qui a cliqué, parce qu'il a considéré que c'était peut-être intéressant, ou parce qu'il avait envie de passer à la page suivante. Et du coup, tous les contacts se sont synchronisés. Donc ça, c'est la synchro-acquisition. Gardez-la bien en tête celle-là, parce qu'on va conclure sur celle-là. On va y revenir sur la synchro-acquisition. Ensuite, on a la technique numéro 5. La technique numéro 5, c'est la mise à jour du système d'exploitation. Quand il y a une mise à jour du système d'exploitation, on ajoute une multitude de nouveaux petits services qui génèrent de nouvelles finalités. Et on ne vous demande pas votre consentement en fait. Et c'est depuis le début. Donc là, l'exemple, c'est motorisez-vous à vous géolocaliser. On peut faire l'exercice dans la salle. Qui a un iPhone dans la salle? Ça va, j'ai du monde. Prenez tous votre iPhone. On va rigoler ensemble. On va challenger l'article 25 alinéa 2 du RGPD. Allez tous dans Réglages. Vous allez ensuite dans Confidentialité. Et ensuite, vous avez Service de localisation. Tout en haut, Service de localisation. Descendez tout en bas. Il y a un truc qui s'appelle Service Système. Si vous n'étiez pas assis aujourd'hui dans cette salle, vous n'auriez peut-être même pas conscience que ce truc existe. Cliquez sur Service Système. Tout le monde y est là? J'ai perdu personne? Descendez encore un peu tout en bas. Et il y a un truc qui s'appelle lieu important. Qui a oui sur lieu important? Ah si, forcément. Ou alors, parce que c'est bon, si la localisation n'est pas activée. Ah non, si la localisation n'est pas activée. Mais, donc qui a oui?
Donc ceux qui ont oui, vous pouvez cliquer dans le lieu important, ils vont vous demander votre code, parce que c'est quand même super sensible. Parce que si vous avez un 5 à 7 avec une maîtresse ou avec un amant, je peux vous dire que l'adresse est dedans. C'est un lieu important. Et vous n'avez jamais consenti à ce qu'on collecte ce type de données. C'est juste une nouvelle finalité qui est arrivée au fur et à mesure d'une mise à jour d'iPhone, et on vous a mis oui. Et vous n'avez pas été sur le non. Donc si vous conduisez, vous utilisez Waze ou des trucs comme ça pour vous géolocaliser quand vous êtes au volant, vous avez activé la géolocalisation, et du coup vous êtes dedans. Donc ça c'est effectivement la technique de la mise à jour applicative qui va rajouter des finalités auxquelles vous n'avez pas consenti. Et je vous rappelle que l'article 25 alinéa 2, c'est-à-dire le privacy by default, normalement vous assure, doit vous garantir un niveau de protection des données maximum sans intervention de votre part. C'est quand même le concept. Et là finalement vous avez le strict, enfin l'inverse. Vous avez exactement l'inverse. Donc Apple a encore du travail sur la partie privacy by default. Pour ceux qui sont chez Lucifer, hein, j'ai fait un exemple avec Satan, pour ceux qui sont chez Lucifer, c'est encore pire, hein, vous avez une URL où on sait où vous étiez depuis que vous avez un Android dans la poche. C'est à la minute près, il suffit de vous activer votre l'URL map et on sait, pour ceux qui ont un Android dans la poche, si je veux savoir où vous étiez il y a 4 ans à cette heure-là, on le sait. Et Google est encore plus intrusif pour le coup que Apple. Technique numéro 6, c'est la propriété partagée. C'est dommage qu'elle soit partie parce que finalement cette propriété partagée, cette technique numéro 6, la première qui l'a identifiée, c'est Garance Mathias, que vous avez pu écouter ce matin. Ce que disent les CGU des réseaux sociaux, c'est évoque ce qu'on appelle une propriété partagée. Au moment de votre inscription sur le réseau social, vous adhérez obligatoirement au CGU. Et tout ce que vous allez publier sur ces sites, toutes les images, tous les contenus, leur appartient. Il vous appartient aussi, puisqu'ils n'ont pas encore réussi à trouver un véhicule juridique qui leur permettait d'assurer la cession de la propriété de ce que vous postez. Mais en tout cas, ils ont réussi à intégrer un véhicule juridique qui parle de propriété partagée. C'est pour ça que ne postez pas les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, parce que si Facebook arrive, je ne sais pas, à signer un contrat avec Benetton, par exemple, pour la prochaine pub avec un enfant qui va bien, c'est légal. Je prends l'exemple de Benetton, parce qu'il y a une jeune fille qui s'est retrouvée dans une pub Benetton alors qu'elle avait 40 ans. C'était une photo d'elle quand elle avait 13 et elle n'avait jamais rien signé. Mais cette photo avait vraiment été postée sur un réseau social qui fait qu'elle a fini égérie de Benetton pendant un été avec une photo d'elle d'il y a 20 ans. Donc gardez à l'esprit que tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, vous allez céder finalement la moitié de cette propriété, ou en tout cas cette propriété sera partagée. Donc gardez bien ça à l'esprit. Et ne partagez pas les photos de vos enfants. Je vous rappelle qu'avec toutes les technologies de détection faciale, d'IA, biométrique, si votre enfant demain, c'est un grand chef d'entreprise qui va ouvrir un coffre-fort avec son œil, la photo de lui, quand il était enfant sur Facebook, permettra de le faire. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Hein. En termes de données biométriques, on en a 3 qui sont utilisées le plus. C'est ce qu'on appelle l'empreinte oculaire. Elle ne change jamais dans votre vie à part si vous faites un AVC. Les empreintes digitales, ça évolue parce que les doigts des enfants évoluent. Et les réseaux veineux. Les réseaux veineux, ça ne change jamais dans la vie. Donc évitez vraiment tout ce qui est biométrique. Moi je vois toute la journée des gens qui mettent leur doigt ou qui mettent leur tête sur. Je n'utilise ni Face, je sais pas quoi, ni le doigt pour limiter finalement l'utilisation de vos données biométriques parce qu'elles ont encore plus de valeur que le reste. Technique numéro 7, les profils fantômes. Donc les profils fantômes, ça c'est vieux comme le monde, mais ça existe énormément, toujours. Et Facebook est le premier à avoir mis en place de manière industrialisée. Ça consiste à collecter des données sur vous en fonction de vos navigations, par le biais de cookies tiers, et ensuite de synchroniser ou de consolider l'ensemble des informations. Je vous explique. Imaginons que vous n'avez pas de compte Facebook. On va partir de ce schéma-là. Vous n'avez aucun compte Facebook, pourtant vous naviguez sur Internet. Et là où vous naviguez, je ne sais pas, le matin vous regardez le résultat du match de foot d'hier soir,
Vous allez sur, prenons l'équipe.fr ou le Figaro ou Le Monde, comme ça il n'y aura pas de jaloux. De toute façon, ils ont tous la même chose. Il y a un petit pixel sur les pages qui vous permet de dire j'aime l'équipe sur Facebook, ou j'aime Le Monde sur Facebook, ou j'aime le Figaro sur Facebook. Et donc à partir du moment où finalement vous avez ce qu'on appelle le pixel avec le petit carré Facebook dans la page, qui va vous permettre de partager avec la terre entière que vous aimez le contenu que vous venez de lire ou que vous aimez ce site, vous êtes dedans. Et on est conscients tous que le petit carré Facebook, il est quand même souvent là. Et je vous parle du petit carré Facebook, je pourrais vous parler du petit carré LinkedIn, ou du petit carré Instagram, ou du petit carré de ce que vous voulez. À partir du moment où il y a le petit carré qui vous permet de partager une réaction, vous avez un pixel qui a été mis dans la page. Et donc même si vous n'avez pas de compte Facebook, Facebook va créer un profil fantôme de vous, qui va consolider et centraliser toutes vos interactions de navigation, toutes vos lectures, même si vous n'avez jamais liké. Vous n'avez jamais liké, vous n'avez jamais cliqué sur ce petit carré. N'empêche qu'il sait, ce petit carré, que vous êtes passé sur tel article. Vous avez lu tel article, vous êtes peut-être même revenu sur cet article et vous l'avez peut-être même lu longuement, cet article. Et à partir du moment où vous arrivez sur Facebook, eh ben, c'est que du bonheur. Parce qu'en fonction de vos cookies, il va vous retrouver. Du coup, si j'ai passé ma vie sur une pub Nutella, et ben la première chose que je vais voir quand je vais arriver sur Facebook, c'est une pub pour proposer du Nutella ou de la brioche. Donc ça, c'est le principe des profils fantômes. Donc effectivement, pour clôturer, il est impossible de comprendre quelles sont toutes les stratégies et les techniques déployées pour récolter la data. Néanmoins, plus on va les identifier, plus ça va nous permettre de les expliquer. Et l'objectif, c'est de les expliquer aux jeunes et aux moins jeunes. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit en intro, on n'a pas vraiment trouvé de technique qui était dédiée aux enfants, parce que tous les moins jeunes tombent dedans également. Donc l'objectif, c'est vraiment les identifier le plus possible et pour pouvoir les expliquer. Et donc pour finir, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui c'était quand même, on était branché IA, donc reparlons de la synchro-acquisition à l'ère de l'IA. Je vous le rappelle, cela consiste à capitaliser et consolider les données personnelles avec des mises à jour de politiques de confidentialité de l'entreprise et ses filiales avec des dark patterns. Si je vous montre maintenant Microsoft, propriétaire d'Azure, propriétaire de LinkedIn et de ChatGPT à 49% si je ne m'abuse pour l'instant, quelle serait la valeur en termes d'intelligence économique d'une analyse de l'ensemble des prompts réalisés via Copilot par des utilisateurs travaillant tous pour la même entreprise sur leur profil LinkedIn? Réfléchissez à ça. Aujourd'hui, j'entends, on a anonymisé les prompts. Alors ouais, ok, on a fait une réunion, j'ai fait une réunion avec Fabrice, j'ai mis F pour me souvenir que c'était Fabrice qui avait dit ça. Et puis, quand Stéphane a dit quelque chose, j'ai mis S, j'ai anonymisé. J'ai enlevé les prénoms ou les noms de famille des interlocuteurs pour générer un compte-rendu très rapidement. Mais on sait quand même qu'Alessandro Fiorentino, qui travaille chez Adequacy, a fait un prompt sur cette thématique. C'est déjà de l'information, ça. Et imaginez si finalement ces politiques de confidentialité, elles étaient mises à jour, qu'est-ce que Microsoft pourrait récupérer en termes d'intelligence économique? C'est monstrueux. Et pourtant, avec le Shadow IA qui s'est propagé dans toutes les entreprises, parce que si vous n'avez pas Copilot autorisé, vous inquiétez pas, ils ont compris que sur Bing, ils avaient la même chose et gratuit. Et ça leur fait gagner du temps. Et ben, ça en fait des datas qui partent encore une fois aux États-Unis. Si vous voulez lire plus attentivement l'étude, vous pouvez la retrouver sur Internet. Et si on en revient un petit peu à l'IA et aux Américains, gardez à l'esprit, juste une dernière, qu'il y a 25 ans, nos agriculteurs avaient de jolis tracteurs américains. Et aujourd'hui, les Américains, ils font du bon vin. Donc réfléchissez à vos usages de l'intelligence artificielle et privilégiez le chat, éventuellement. Mistral, il est encore un peu français. Ou alors privilégiez l'utilisation d'IA sur vos serveurs, qui tournent sur vos serveurs, des IA open source. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.